passent que sur le bateau, des rations d'eau et pas de faim. Je cherche l'ancien pour demander si cette cour de passage barrée est du communisme. Puis je me souviens, j'ai fermé ses yeux secs avec des nuages dedans à la place des pensées. Ce n'est pas du communisme, c'est un enclos et nous sommes du bétail. Encore moins que ça, dit un des mille. Nous ne sommes ni à lait ni à viande, mais à travail. Ils ne veulent pas de nous et basta. Voilà en somme ce qui pourrait faire état de ce qu'est l'hospitalité dans le monde. Le migrant est une manne financière, rien d'autre. Partout sur la planète, aux États-Unis comme en Europe, on ferme les frontières, mais on est d'accord pour se servir de la force de travail à bas coût de ceux qui réussissent à les franchir malgré tout. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir messieurs. Nous avons choisi de vous réunir tous les trois car c'est un sujet que vous explorez dans les romans et récits qui nous occupent ce soir. Tous les trois, vous semblez croire en la permanence d'histoires où les personnages s'ancrent dans une réalité forte et où sans cesse, en fonction de leur trajectoire, ce sont des personnages qui se réécrivent. Eri De Luca, vous êtes écrivain, traducteur, poète traduit à travers le monde. Vous avez été salué par de nombreux prix et plus récemment, votre roman Impossible a obtenu le prix André Malraux. Mais ce que l'on va souligner dans cette rencontre ce soir, c'est votre engagement pour la cause migratoire. Vous avez créé en ce sens une fondation qui porte votre nom. Et paru avant l'été, Les règles du Mikado, une magnifique fable contemporaine assez courte mais d'une grande puissance poétique, une fable sur l'altérité, sur le sens des responsabilités et sur le courage. Je cite également votre recueil de poésie Aller simple, dont j'ai lu un extrait en ouverture, et la majeure partie de vos livres sont publiés aux éditions Gallimard. Vous êtes traduit de l'italien par Daniel Vallin. Et vous n'aurez pas d'interprète ce soir, car parmi vos nombreux talents, vous parlez couramment le français. Donald Ryan, vous êtes écrivain, novelliste. Vous êtes diplômé de droit de l'Université de Limerick en Irlande. Et parallèlement à votre passion pour l'écriture, vous êtes également enseignant. Votre roman Le cœur qui tourne a été élu meilleur livre de l'année en Irlande en 2013. Et vous avez été lauréat du prix de littérature de l'Union européenne, ainsi que finaliste du Man Booker Prize. Vous aussi, vous êtes un homme engagé. Dans votre roman éblouissant de justesse et de beauté, Par une mer basse et tranquille, traduit de l'anglais par Marie Hermé, vous mettez en scène le personnage de Farouk, qui doit fuir la Syrie accompagné de sa femme et de sa fille. Et vous mettez ainsi en exergue la tragédie du sort de ceux qui, à l'instar de Farouk, sont contraints à l'exil. Tous vos livres sont publiés aux éditions Albin Michel, et votre interprète est ce soir Nils Saunier. Omar Youssef Souleiman, vous êtes écrivain, poète et journaliste. Vous êtes né en Syrie, avez grandi en Arabie Saoudite où vous avez fréquenté une école coranique. Après avoir rejoint les manifestations en opposition au régime de Bachar el-Assad, vous êtes contraint de fuir votre pays en 2012 pour sauver votre vie. Vous trouvez refuge en France et depuis 2022, vous avez acquis la nationalité française. C'est ce parcours du combattant que vous relatez dans tous vos récits, depuis Le petit terroriste, où vous racontiez votre rêve de devenir djihadiste, le sentiment soudain de liberté qui vous pousse à l'apostasie, et la fuite vers la France, à Être français, votre dernier texte. La majeure partie de vos livres sont publiés aux éditions Flammarion. Un grand merci, messieurs, pour toutes ces lectures offertes. Ces textes d'une qualité littéraire et philosophique m'ont donné beaucoup d'espoir. Tous les trois, vous semblez ausculter, à l'image du vieil horloger dans le roman d'Eri De Luca, la mécanique du monde, avec tout ce que cela implique de nuances et de complexité. Une grande humanité se dégage de chacun de vos textes, humanité dans le sens le plus noble qui soit, humanité dans le sens d'une éthique de vie qui oriente notre façon de nous comporter avec autrui, et n'est-ce pas là le sens premier de l'hospitalité, considérer l'autre comme un autre soi-même et l'accueillir. Alors il est beaucoup question de trajectoires qui se croisent dans vos romans, et j'ai envie de dire de solitudes qui vont à l'encontre d'autres solitudes. Est-ce que pour vous, en effet, l'hospitalité serait faire de la place à la solitude de l'autre ? La question s'adresse à vous trois, comme toutes mes questions ce soir. On commence le plus jeune, qu'il a des connaissances plus récentes. Je vous en prie. On parlait tout à l'heure d'une biographie éternelle de votre part. Je vous en prie, merci. Alors, je commence parce que je suis le plus vieux. Je viens de l'autre millénium, l'autre siècle, l'autre millénium. Quelle est la question ?
parce que les vieux sont comme ça, il faut les répéter les choses. Est-ce que pour vous, l'hospitalité, c'est accueillir la solitude? En fait, c'est une solitude qui accueille une autre solitude. Il y a beaucoup de questions de solitude dans vos 3 parcours, 3 récits, 3 romans. D'abord, pour moi, accueillir, c'est un acte obligatoire, c'est pas un choix. Quelqu'un frappe à ta porte et tu ouvres, et on ouvre. J'ai une amie qui habite à Lampedusa. C'est l'île où arrive la majeure partie des naufragés sauvés. Et donc elle habite sur la plage. Et une nuit d'hiver, elles sont arrivées des bruits de la plage. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce sont ces bruits? Elle et son mari ont peur et se renferment et éteignent les lumières. Il reste comme ça 5 minutes pendant que les bruits augmentent parce qu'il y a des gens qui arrivent sur la plage. Et tout à coup, ils se sont regardés et ont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Nous deux. Ouvrons. Il ouvre, allume la lumière, ouvre la porte. Il y a des gens qui sont arrivés à travers la mer parce que le bateau les a jetés dans la mer là, pas loin de la côte. Ils sont arrivés refroidis. Et ils les font entrer. Ils appellent des autres amis pour les accueillir. Alors, cette histoire m'explique qu'il y a 2 temps face à l'urgence et à l'étranger. Il y a 2 temps. Il y a un premier temps qui est un temps de peur et de défense. Il y a un deuxième temps où c'est naturel de faire ce qu'il faut faire. Donc, de faire venir le minimum d'accueil et de services d'urgence. Et nous sommes dans un monde où certains partis politiques exploitent le premier temps de la peur. Et nous savons qu'il y a un deuxième temps après la peur, qui est le temps de la solidarité, de la fraternité et du courage. Qu'est-ce qu'on préfère parmi nous comme sentiment? La peur ou le courage? Pour moi, c'est évident, non? Laissons passer la peur et après, on fait venir le geste le plus naturel. Autrement, il s'agit de omission de secours. Bonsoir. Eh bien, moi, ça me touche ce que vous dites, c'est de Luca, parce qu'à propos de l'île de Lampedusa, l'été dernier, j'y étais, pas dans l'île même, mais j'étais en Sicile. Et je pensais à une idée, ça m'a fait tellement penser d'ailleurs au roman qui s'appelle Robinson, attends, je me trompe toujours son nom, Robinson Crusoe. Vous connaissez ce roman? Voilà. En fait, c'est marrant parce que ça fait 12 ans que je suis en France, que j'ai quitté la Syrie en 2012. Arrivant dans ce pays, le pays de Paul et Loire, sans parler la langue française, sans connaître personne, sans s'adapter à un nouveau système. Il y a cette question de solitude que vous parlez, Brenda, effectivement. Et ce roman m'accompagnait, ce roman, je l'avais lu quand j'avais 12 ans. J'arrive en France en 2012. C'est exactement, franchement, l'histoire de personnage de ce roman, c'est l'histoire de n'importe quel exilé dans le monde. C'est-à-dire, on arrive dans une île, même si dans une société, qu'il y a des gens, etc., il y a un système, ce n'est pas dans une île déserte, bien sûr, mais on arrive et on a besoin vraiment de tout reconstruire. On recommence sa vie de zéro, comme des bébés. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 25 ans, et je devais apprendre une nouvelle langue, je devais m'adapter au système, le système de l'administration française, qui est très simple, je suppose, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez. Mais le plus important de tout ceci,
c'est un mot que j'aime bien en français, c'est l'intégration, ou certains l'appellent l'assimilation. C'est-à-dire faire sentir ou avoir ce sentiment qu'on fait partie d'un environnement, autrement dit, reconstruire la confiance avec le monde. Parce que le plus grave de la guerre en Syrie, c'est la construire notre confiance dans le monde, notre confiance dans l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, c'est complètement semblable à ce qui s'était passé en Syrie. Peu importe le contexte politique, ce n'est pas le moment. Mais construire, détruire cette confiance, détruire comme quoi qu'on a besoin de vraiment un exilé, encore une fois, par rapport à ce métaphore, qu'un exilé est un bébé, pas seulement par ignorance du système, mais aussi car il a besoin de tendresse, il a besoin, disons, de ne pas sentir qu'il est seul. Et ça, c'est des choses, je pense, qui sont beaucoup plus essentielles de l'économie, par exemple, sont beaucoup plus essentielles de logement. Donc, en France, j'avais vraiment de la chance d'être, je peux dire, d'être vraiment bien accueilli d'une manière ou d'une autre, mais pas officiellement, mais par des gens, par vous, par les Français et les Françaises. Voyez. Et donc, c'est ça ce qui m'a tellement aidé à m'intégrer en France et dans la langue française, où j'ai retrouvé une nouvelle identité. Et je pense que cette identité, il faut aussi la construire. Et ce roman, depuis là, ça fait 12 ans que je suis ici, le roman de Robinson Crusoe m'accompagne de moins en moins depuis. Donc je trouve que c'est incroyable. Et je pense, alors d'ailleurs, il y a une autre idée par rapport à la solitude, c'est de se sentir seul dans la foule. Là, c'est encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens qui sont nés ici, mais ils sont exilés sur leur propre territoire. Et ça c'est encore autre chose. Mais je pense que la solitude, dans tous ses sens, accompagne l'exilé où il va éternellement. Et je pense que, alors effectivement, ça c'est dur, ça c'est violent, ça c'est difficile à vivre. Par exemple, qu'on n'a pas vu sa famille pendant plus que 10 ans, même c'est difficile de les communiquer à cause de ce régime fasciste en Syrie. Mais une fois qu'on transforme cette solitude comme un moteur de création, comme une source d'inspiration, cela nous aide pour continuer et pour résister. I have to say, I feel like a little bit of an imposter here in the presence of Eri and Omar, whose struggles are so real and ferocious, because I've had the privilege of living in a peaceful and stable country for my whole life and being allowed to have and to voice any opinion I want, whenever I want. So I've only been able to try to understand through fiction and through research what it might be like to have endured what Omar and Eri have. Je dois vous dire que je me sens un peu comme un imposteur ici en présence d'Eri et d'Omar, dont les luttes ont été bien réelles. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de passer toute ma vie dans un pays stable, pacifique, où j'ai pu exprimer mes opinions lorsque je le voulais. Et j'ai essayé de comprendre ce qui était vécu par les réfugiés à travers la fiction. But I'm from an Irish Republican family, and our Republican beliefs go back to the struggle for independence at the early part of the century and endured throughout the century. There's a town called Shannon in County Clare in Ireland, and the town was a new town built in the 70s. And at the time, Irish Catholics were being massacred in the north of Ireland by Crown forces and by groups who were aligned with the Crown and terrorist groups who were clearing Catholic neighbourhoods. And so the Irish government offered refuge to anyone who wanted to come to Ireland to live in this new town of Shannon. So it became a whole town of refugees, and all of the people in the town were refugees from 80 miles away from their own country, which is such a strange thing. But it was a very real example of people being exiled close to home, and it was very fascinating to us as children. J'ai été élevé dans une famille irlandaise républicaine et leurs opinions politiques remontent à la lutte pour l'indépendance de l'Irlande au début du XXe siècle. Et je voudrais vous parler de ce qui s'est passé à Shannon. Shannon, c'était une ville nouvelle qui a été bâtie dans les années 1970. À l'époque, les catholiques d'Irlande du Nord étaient massacrés par des loyalistes, des
des milices loyalistes, des groupes terroristes qui essayaient d'anéantir des quartiers entiers de catholiques. Ce qui s'est passé alors, c'est que le gouvernement irlandais a offert l'asile à ces gens-là. C'est de là qu'est née la ville de Shannon, qui était une ville entièrement constituée de réfugiés. Et c'était assez particulier d'avoir cette ville de réfugiés qui étaient réfugiés non loin de là où ils étaient nés finalement. Alors, vous venez de le dire, Donald, vous venez tous les trois de pays très différents. Donald, vous venez d'Irlande, Omar de Syrie et Eri d'Italie. Pensez-vous qu'il y a un sens de l'hospitalité qui diffère selon les pays et comment cela a-t-il évolué au fil des années, ce sens de l'hospitalité ? Dans les gouvernements de l'Italie, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ils ont commencé à parler de ce phénomène des migrations avec la définition de vague. Vague. Si on appelle des mouvements des gens qui bougent sur le terrain, sur le monde, sous forme de vague, alors on suggère qu'une terre ferme fait un barrage contre les vagues. Non? S'il y a des vagues, il y a une inondation, évidemment, il faut faire des barrages. Alors c'est du faux vocabulaire qui produit un effet physique et politique d'obstruction. Ce ne sont pas des vagues, ce sont des flux. Ah, si tu les appelles flux, alors ne te vient pas à l'esprit l'idée d'étrangler le flux. Non, ce n'est pas automatique, c'est contre nature, étrangler un flux. Donc, ils l'appellent vague, et nous les appelons flux. Nous, qui? Les écrivains. Quelqu'un qui a un droit de prélation sur le vocabulaire. Ça veut dire que je prétends d'employer le vocabulaire, mon vocabulaire, mieux que les autres, mieux que les gouvernements, parce que les gouvernements l'emploient de manière fausse, en sachant de la manière fausse. Une deuxième définition, c'est celle d'invasion, non? Invasion de migration. Bon, nous sommes en Europe maintenant. Et l'Europe a une guerre d'invasion dans son territoire. Il y a une invasion de la Russie dans l'Ukraine. Alors, l'invasion, c'est quelque chose qui se produit avec des forces armées qui passent une frontière et essaient d'occuper une nation avec la force militaire. On ne peut pas parler d'invasion pour des personnes qui arrivent chacun pour soi, désarmés, femmes et bébés compris. Non? Alors, tout ce qui se produit dans le vocabulaire se produit aussi dans la réalité. Et alors, il y a des changements. Maintenant, on ne parle plus de vague, ni d'invasion. On commence à parler de flux. Il y a un progrès dans la perception de la réalité. Et ça, ce qui n'a pas changé du tout, la question que sur le terrain, ça veut dire dans la mer, il continue l'omission de secours, l'incitation à l'omission de secours avec des lois qui exigent d'empêcher le secours. Aujourd'hui, dans la Méditerranée, n'importe quel bateau commercial ne s'arrête face à un bateau en difficulté qui a besoin d'être aidé. N'importe quel bateau commercial, quel navire commercial, jamais s'arrête. Parce qu'ils ont peur que les gouvernements le font séquestrer le bateau et le gardent dans le port. Ça, c'est toute une question d'obstruction au sauvetage. Il y a des navires de sauvetage où j'ai passé du temps des navires de sabotage de Médecins Sans Frontières où ils faisaient cette élémentaire fonction de secours
à des personnes qui sont en train de noyer. Dans l'époque là où j'étais, on a tiré à bord plus de 800 personnes, femmes et bébés compris. Donc il s'agit de ça, non? Ça c'est la question que nous avons face à nous tous les jours. Et c'est une question qui évolue dans la mer, mais aussi dans le vocabulaire. Moi, je reprends aussi. D'ailleurs, c'est bien les vagues. Je fais penser à l'été et aux vacances. Moi, ça ne me gêne pas trop d'être une vague. Au contraire, mais moi, j'avais de la chance de ne pas. Vous voyez, il y a des vagues, hein, on n'a pas une seule vague. Mais moi, je fais toujours la différence entre. Parce qu'il faut vraiment faire attention aux mots et aux termes qu'on utilise aujourd'hui, qu'on appelle les migrants ou les réfugiés et les exilés. Je pense que ce n'est pas pareil. Là, en été, j'étais en résidence d'écriture en Suisse pendant 3 semaines. Et j'étais tellement étonné à quel point qu'ils parlent là-bas des Français en tant que migrants. Ils vont là-bas pour profiter de notre argent, etc. Et j'avais l'impression d'être doublement exilé. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui français, je viens pour profiter de leur argent, et je suis déjà un arabe. Donc c'est très très mal tombé. C'est marrant quand même. Mais alors, si le français ou la française sont migrants en Suisse, car certains, ils travaillent là-bas parce que les salaires sont élevés et ils vivent en France, ça n'a vraiment rien à voir avec ceux qui viennent en France ou en Europe, car ils ont fui d'une guerre atroce, une guerre civile en Syrie qui a assassiné plus que 500 000 personnes et plus que la moitié de la population syrienne est devenue soit déplacée à l'intérieur du pays ou là, c'est ça le mot, exilé. Parce qu'être exilé, ça veut dire que c'était vraiment c'était pas notre choix de venir en Europe. C'est pas pour le luxe, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour fêter. Je pense que c'est là le problème. Que les autres, quand ils nous appellent une vague, comme si on vient d'envahir quelque chose. Personnellement, je n'avais jamais imaginé si, par exemple, il y a juste 12 ans, quelqu'un m'avait dit qu'un jour, je viendrai en France, je serai devant vous, je parlerai en français. Je lui disais, est-ce que tu as fumé ou quoi? C'est pas normal. Et tout ça, c'était une surprise. 2 jours au lendemain, je sors en Jordanie, je fuis du régime fasciste de Bachar el-Assad, car j'étais un simple journaliste, j'étais correspondant pour des chaînes à l'extérieur de la Syrie. Et c'est ça, en fait, il faut aussi comprendre l'atmosphère dans laquelle on a fui. Couvrir une manifestation, filmer une manifestation, prendre des photos des cadavres qui étaient tués pendant cette guerre horrible. Ceci aussi est un crime de guerre pour ce régime. Alors, je fuis en Jordanie et dans mon esprit, c'est que j'allais rentrer dans 2, 3, 6 mois maximum. Mais en Jordanie, j'avais encore une fois un problème parce que malheureusement, la police au Proche-Orient sont quasiment tous pareils. Ils nous arrêtent, ils nous torturent, puis ils nous disent « nous sommes désolés, c'est une erreur ». Donc, une fois libéré de la police jordanienne, j'étais encore une fois obligé de chercher un nouveau refuge. Et là, quand on parle d'un refuge, on parle d'une priorité, c'est de se sentir en sécurité, comme un être humain, avant tout. Alors, cette sécurité, j'avais plusieurs choix, de venir en France, j'avais par exemple un ami en Allemagne, j'avais un ami aux États-Unis, mais j'ai choisi la France, c'est là aussi ce qui est important, c'est-à-dire d'un côté, on a le choix, d'un autre côté, on est obligé. D'un côté, on est obligé de sauver sa peau, de se protéger, et d'un autre côté, on a plusieurs peut-être choix entre les pays. C'est-à-dire, venir en Europe ou venir en France, pour moi, c'était aussi une question de valeur, c'est une question d'engagement. Parce que la réputation de la France au Proche-Orient, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays qui protège le plus les réfugiés. À Paris, on a les réfugiés journalistes, je veux dire, on a Reporters sans frontières, ça n'existe pas ailleurs. C'est le pays de la laïcité, par exemple. C'est le pays de la poésie, c'est le pays de la littérature, le pays de Paris. Jusqu'à aujourd'hui, on dit Paris, c'est la ville des Lumières, vous voyez, au Proche-Orient. Et donc tout ceci, c'était mon esprit avant d'arriver dans cette ville magnifique qui s'appelle Paris. Et d'ailleurs, encore une fois, j'avais de la chance de ne pas traverser la mer, de ne pas souffrir. C'est-à-dire, moi, le lendemain, j'étais à Paris. J'étais tout de suite, l'ambassadrice en Jordanie était sympathique. Elle m'a dit, OK, ils m'ont réservé dans l'avion et je tombe à Paris.
Et tout ceci, c'était mon esprit sur ce pays, la France de Paul-Éluard, la France de la philosophie, la France de Descartes. Mais en sortant de l'aéroport Charles de Gaulle, la première chose que j'ai vue, que j'ai découvert dans cette ville de lumière qui s'appelle Paris, c'était RERB. Et je tombe sur l'RERB et c'est ça l'image qui était aussi détruite dans mon esprit. J'étais vraiment déçu de ne pas trouver Paul-Éluard, mais trouver par exemple le Pol-Amblois, de ne pas trouver Descartes, mais trouver la carte Navigo, pas Descartes, mais la carte quand même. Les cartes, les papiers administratifs sont fins. Et c'est ça aussi par rapport à votre question, Brenda, sur comment, c'était ça la question, comment on était évolué avec le temps, comment on construit, disons, son intégration, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je pense qu'avant tout, c'était aussi une question d'apprendre la langue, parce que la langue française est tellement loin de ma langue maternelle, l'arabe. Donc, je devais commencer par apprendre l'alphabet français, comment construire la phrase en français, comment on peut discuter, comment on peut communiquer avec les gens dans la rue. Et cela a commencé à travers, c'était la préfecture qui m'a inscrit dans une école à Bobigny, à côté de Paris. Et c'était pas si simple parce que d'un côté déjà apprendre le français c'est pas facile, c'est une langue pas un peu compliquée quand même. Je pense que les exceptions en français sont beaucoup plus nombreux que les grammaires, vous voyez. Et une question par exemple le temps en français, c'était jusqu'à aujourd'hui je n'arrive pas d'imaginer à quel point on a par exemple en arabe on a seulement le passé, le présent et le futur. En français on a beaucoup de temps en fait. Par exemple, pour savoir, ça pourrait être une question nulle ou tellement simple, mais pour l'exilé que j'étais, c'est une question de vie ou de mort. Je devais comprendre le plus que parfait et l'imparfait et faire la différence entre les deux. J'avais vraiment besoin des mois et des mois pour les découvrir. Et donc, une question, par exemple, de prononcer les lettres en français, c'était un grand défi. Donc, à la suite de la langue, c'est-à-dire 2 ans plus tard, une fois que j'ai commencé à parler, à réussir à acheter, à faire ses courses, par exemple, des choses de quotidien. Vous voyez. D'ailleurs, c'était tellement difficile de faire la différence entre le masculin et le féminin que je me trompe toujours jusqu'à aujourd'hui. La majorité, ou même disons 90% des vocabulaires en arabe qui sont masculins sont féminins en français. Et c'était l'inverse. J'avais l'impression que c'était fait exprès pour m'emmerder quand même. C'était très dur. Vous voyez, des détails, des choses qu'on n'en pense pas. Les réfugiés, on pense. Et je pense que c'est tellement intéressant parce qu'un réfugié, un exilé, je préfère ce mot parce qu'exilé, elle est exilée pour toujours, comme il devient un fantôme invisible, un numéro qui vit au carrefour du monde. Et cela lui donne la chance, ou l'occasion, d'observer. Arrivant en France, j'ai tout observé. J'apprenais. Je voulais apprendre tout. Je voulais tout savoir, tout sentir, tout goûter, tout regarder, tout voir. Et cela, ce qui a produit plus tard mon livre Être français, disons, plus que 10 ans plus tard, une fois j'ai appris la nationalité française. Et ça, c'est important, en fait, quand on arrive dans une nouvelle société, encore une fois, tout seul, sans rien connaître et rien savoir. Cela nous donne une liberté incroyable parce qu'on n'a rien à perdre, donc on est complètement libre. Et on a tellement envie d'apprendre. Donc, voilà, j'ai appris la langue, mais après la langue, il y avait aussi une question disons, trouver un logement, trouver un travail, trouver son environnement. Ça, c'est aussi une question essentielle. Et aujourd'hui, tout va bien. À Vincennes, on est bien. Voilà, je suis très content. Ça fait plaisir. Je parle bien le français aujourd'hui. Vous comprenez? Ouais, super, ça fait plaisir. C'est le plus important. D'ailleurs, les premiers mots que j'ai appris, vous savez, ça c'est aussi important de le dire vis-à-vis les images ou l'image d'une langue à l'étranger. La langue française au Proche-Orient, la réputation de la langue française, c'est la langue la plus élégante du monde. C'est la langue des gens sensibles. Parce que les Français, là-bas, ils sont vus comme des gens sensibles et élégants. Ça vient du cinéma des années 70. Moi, les premiers mots que j'ai appris, c'était « putain, fichu, j'en ai marre » à Paris, que tout le monde répétait. Mais ici, à Vincennes, je n'ai jamais entendu. C'est marrant. Donc, tant mieux pour vous. Well, that's so impressive. And again, I feel that my experiences are far more benign and undramatic and unimpressive when it comes to migration and exile. But most of my
the last generation of my family would have been economic exiles from Ireland because the country just couldn't sustain its people, which is a common experience. But that's very interesting what Omar said about a migrant as a ghost. Like, it's a real issue in Irish society that there are thousands, probably tens of thousands of people who don't have an identity, who don't have any official status in Ireland, and who literally are ghosts. You know, they don't really have a full existence as humans, which is terrible. So they work in the black market economy. They don't have social security. They won't have access to any payments if they lose their jobs, and they kind of float around the country. And I met people like this over and over again in my last job before I became a so-called full-time writer. And it was just such an amazing thing to see how people can be almost completely displaced. So there was no way they could ever return to their homes because if they did, they couldn't come back to Ireland. And they wouldn't even have had their own passports. They would have been removed from them. And that idea, as Eric was saying, of helping people who are trying to make the crossing to safety, it's so powerful. And there was a young Irishman called Sean Binder who went to the Mediterranean to assist people who were trying to cross, to save people from drowning, basically. And he was working with Faris Wallenur. She was a Syrian girl who left the boat she was in that was sinking, and she, with one hand, dragged the boat, and with the other hand, she swam for 20 miles to get her people to safety who were in the boat. It's the most incredible story, and how it's not celebrated worldwide is just incredible. But Sean Binder and Farah were both arrested in Greece for human trafficking because they were assisting people to make the crossing safely in the Mediterranean, which I think, I'm surprised it wasn't a bigger news story. Oui, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que mon expérience de la migration est beaucoup moins dramatique que ce qui vient d'être exposé. Mais dans ma famille, ce qu'on a connu, c'était l'exil économique, parce qu'à l'époque, l'Irlande n'était pas propice à pouvoir se développer sur le plan économique. Et c'est une histoire assez commune, finalement. Et je dois dire qu'en Irlande, je rebondis sur ce que Omar disait sur le fait que les migrants sont des fantômes. Et je trouve ça assez puissant comme formule. Et c'est un vrai problème aujourd'hui en Irlande. Vous avez des dizaines de milliers d'individus qui n'ont pas d'identité officielle. Souvent, ils n'ont même pas de passeport puisqu'on leur a enlevé. Ils n'ont pas d'existence. Ils sont obligés de travailler au noir. Ils n'ont pas la sécurité sociale. S'ils perdent leur emploi, ils perdront tout type de revenus. Et j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là dans mon métier d'avant, avant que je devienne un écrivain à temps plein, si on peut dire. Et ce sont des gens qui ne pouvaient pas retourner chez eux, sinon ils n'auraient jamais pu revenir en Irlande, puisqu'ils n'avaient plus leur passeport. Et je crois que ce qui était dit sur le fait d'aider ces gens, c'est une idée très puissante. Ça me rappelle le cas d'un Irlandais, Sean Binder, qui est allé dans la Méditerranée pour sauver les gens de la noyade. Et il avait notamment rencontré cette femme syrienne, une histoire incroyable, qui nageait et en même temps elle tirait à bout de bras un bateau sur lequel il y avait les gens qu'elle essayait de sauver. Mais ces deux gens-là, eh bien, ils ont été arrêtés en Grèce, figurez-vous, pour trafic d'êtres humains. Et je trouve ça incroyable qu'on n'en ait pas plus parlé de cette histoire. Alors, Eri De Luca, dans la préface des règles du Mikado, vous dites que nommer, c'est enlever quelque chose à quelqu'un. Nommer, c'est en effet assigner un nom, peut-être une identité. Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait d'assigner un nom, d'assigner une identité qui provoque le recours à l'identitarisme aujourd'hui ? Voyons comme ça. La mer Méditerranée est devenue une fosse commune de corps qui sont noyés là-dedans. Il y a une différence entre fosse commune et cimetière. Parce que le cimetière a des tombeaux individuels avec le nom et les dates. Et là, dans la Méditerranée, il y a une fosse commune, sans nom, sans date. Là serviront les noms et les dates pour arracher du néant les vies qui se sont noyées là-dedans. Et
Et par contre, nous, quand j'ai à quoi faire avec mon identité, je dis jamais « je suis Henry De Luca », parce que je ne suis pas mon nom. Je m'appelle Henry De Luca, mais après je suis un lecteur, je suis un napolitain, je suis un alpiniste, je suis le reste de toutes les personnes qui n'existent plus et qui existent dans moi, maintenant, qui se sont transférées tout dans moi. Il y a toute une foule de personnes que je suis devenu une espèce d'assemblée permanente d'absents. Et donc, l'identité est quelque chose qui change continuellement. Mais imaginez avoir une identité de peuple. Ça, c'est plutôt ridicule pour nous Italiens, non? L'idée que, par exemple, je suis de Naples, non? Que c'est une concentration générale de la bâtardise de la Méditerranée et de l'Europe, parce que nous avons été visités par tous les peuples, par toutes les armées de l'Europe, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est une ville ouverte. Naples a été prise et détenue provisoirement par n'importe laquelle personne. Et donc, tout notre sang est un sang qui s'est mêlé avec tous les sangs de la Méditerranée. Et donc, je pense que ça, c'est la noblesse. La noblesse, ce n'est pas le pedigree, mais c'est le contraire. Contenir dans soi un nombre fluvial, énorme de contributions de peuple. J'aimerais que dans mon analyse du sang, quand il prend le sang, non, au lieu de savoir la glycémie, je voudrais savoir combien de peuples se sont trouvés à circuler dans mon sang. Et je voudrais une liste de tous les peuples, présents. Et si je m'aperçoirais qu'il y a quelques peuples qui manquent, j'ai fait une transfusion pour compléter la collection. Donc, bon. Non, mais moi, je pense qu'on est personnellement, je pense que je suis, c'est moi, ma mémoire, tout ce qu'on a vécu, nos expériences nous construisent avec le temps. Mais pourquoi on est tellement attaché à la mémoire quand on est loin de son territoire? Parce qu'on a envie de sauver cette mémoire, on n'a pas envie que ça soit perdu. On a envie de capter les moments les plus beaux qu'on a déjà vécus pour avoir une motivation pour l'avenir. Donc on s'identifie premièrement à la mémoire. Mais cette question d'identité, individuellement, je la trouve vraiment ridicule d'une manière ou d'une autre. Et je rejoins Henry De Luca là-dedans, parce qu'on est complètement différents. Il se trouve par exemple deux personnes qui sont nées dans la même rue, même vues dans la même famille, ont grandi dans la même maison, elles sont complètement différentes. Et avec le temps, on grandit, on construit l'identité, on la construit individuellement. Donc chacun a sa propre identité et on ne peut pas regrouper des gens autour d'une seule identité. Mais je pense qu'il y a la question aussi de l'environnement. C'est-à-dire quand on s'identifie aujourd'hui, quand je dis que, disons, j'ai obtenu la nationalité française, ou pourquoi j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Être français », pour répondre aussi à toutes ces questions. Car pour moi, être français, c'est être attaché à un ou plusieurs éléments de l'hexagone ou de la culture ou de la société, ou tout ce que vous voulez, et puis s'engager pour protéger cet attachement. Et c'est ça ce qui construit sa propre identité. D'ailleurs, peu importe quel élément à laquelle on s'identifie. Alors, peut-être aussi l'identité, ce qu'il nous unit aussi aujourd'hui sur ce territoire ou ailleurs. À mon avis, ce qu'il nous unit, ce sont les valeurs avant tout. Peut-être la liberté personnelle, peut-être la liberté d'expression, peut-être l'égalité, encore une fois, peut-être l'engagement. Il y a quelque chose qui m'a tellement touché quand j'étais en Sicile, dans votre pays. Mais je ne sais pas si est-ce que vous vous considérez comme sicilien ou pas? Non, je suis napolitain. Bah oui, tant mieux. Ce n'est pas pareil, attention, pour les Italiens. Mais en Sicile, m'a tellement touché, à Palerme plus précisément, qu'il y a certaines rues qui sont
où les noms des rues, jusqu'à aujourd'hui, on écrit les noms des rues en arabe, en hébreu et en français, en italien, pardon. C'est incroyable, vous voyez, parce qu'il y avait des juifs qui ont vécu dans ces ruelles, il y avait des arabes qui se sont passés, et puis il y a aujourd'hui des Italiens. Vous voyez. S'il se trouve aujourd'hui à Paris une rue où il est écrit en arabe, bah, le lendemain, on va trouver des reportages tournent en boucle partout, qu'ils sont partout, ils occupent notre territoire, on est bleu de chez nous, machin. Moi, je trouve que c'est ridicule, cette peur de l'autre. Voyez. Et comment, en Sicile, on vit ensemble et on n'a pas peur de l'autre, et on vit en paix. Est-ce qu'aujourd'hui, on vit en France en paix? Moi, je trouve qu'il y a vraiment une vague d'extrémisme, malheureusement construite. Vous parlez de vague d'immigration, je parle d'une vague de l'extrémisme construit sur ce racisme ou cette peur, disons, la peur de l'autre, hein, qu'il va nous envahir, qu'il va arracher, qu'il va détruire notre identité ou notre propre culture. Moi, je trouve que c'est complètement l'inverse. C'est un enrichissement quand quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient ici, qui souhaite de s'intégrer. Et cet échange est incroyable entre soi et l'autre. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois quand j'écris un article ou une chronique dans un journal, on me juge selon de mon origine. Parce que peut-être je m'appelle Omar, parce que je viens de la Syrie, parce que je suis de Proche-Orient. J'aimerais beaucoup qu'on ne soit pas jugé selon notre origine. Et là, je ne parle pas d'un parti politique, je parle en général, de gauche tout comme de droite. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'extrême droite, parlons un petit peu politique, parce que la question de l'identité, aujourd'hui, c'est tellement politique. L'extrême droite, aujourd'hui, ils nous disent « rentre chez toi ». Moi, je dis « ok, je rentre à Bastille, j'habite à Bastille ». L'extrême droite, l'extrême gauche, ils nous jugent par rapport à certaines idées qui ne lui conviennent pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, critiquons un sujet tellement compliqué ou polémique en France, comme la religion, comme l'islam. Parce que je viens de Proche-Orient, tout de suite, je suis classé, je suis encadré visant par rapport à cette étiquette, comme quoi faites attention afin de ne pas être récupéré par l'extrême droite. Faites attention de ne pas parler parce que tu viens de là. Faites attention. Non, parlons des idées. Ne parlons pas d'origine ou d'identité qui n'existent que dans notre esprit, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça ce qui nous renvoie aussi au cliché. Je pense qu'un exilé, il a tout perdu sauf sa liberté d'expression. Donc laissons-nous parler, laissons-nous seulement exprimer, laissons-nous avoir un débat dans un pays, disons, démocratique pour construire cette identité, peut-être ou pas, en commun, et pour un avenir, je pense, en commun tellement plus simple, ressemblable à l'avenir en Sicile, par exemple. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'un jour, peut-être, moi, je me retrouverai un exilé en Italie, si l'extrême droite arrivera au pouvoir. Si vous allez m'accueillir, moi, je serai très content. I think, Omar, and this situation where we listen to this story is the nightmare of the far right, to be honest. And it's such a great thing. Nothing will damage the far right and that kind of ideology like this, like sharing stories. There was a group of Syrian families who came to live in Thurles, which is a small town near my hometown in Ireland. And this is a terrible story. I was asked to read a story I had written, which I'd set in Syria, to these people from Syria, which was terrifying, because I've never been to Syria. I Googled Homs to see what it looked like, and I had a very sketchy description in my story of the town. But the story concerned a Catholic priest and an Orthodox priest and an imam who become friends over the game of hurling. And the story ends terribly because it ends at the start of the civil war in Syria. So I felt very nervous about reading my story with an Arabic translation to these people who had actually come from the town where it was set. But for me, the night was saved by my father and the grandfather of the young man who introduced me, having this incredible conversation with no words spoken between them at all. It was a conversation of gestures and smiles, and they sat together for the whole night. And it seemed as though they became very close friends. And it seemed so alike. It was such a strange thing. Dad was going in going, what will I say to people from Syria? How will I act around them? I said, Dad, just be yourself. And what amazed me was how alike my dad and that young man's grandfather were, how they actually looked alike, and how they suddenly adopted each other's mannerisms so quickly. And this very profound communication passed between them
a dad with no Arabic and that gentleman with no English at all. It was such a lovely thing, and people being together in those spaces, like this space here and that space in Ireland, I think it's the most important thing when it comes to understanding and empathy, and with us realising how we have an imperative towards hospitality. Je pense que les récits comme ceux d'Omar constituent vraiment le cauchemar de l'extrême droite. Il n'y a rien qui puisse davantage nuire à l'extrême droite que d'entendre des histoires telles que celle qui vient de nous être contée. Un jour, près de ma ville natale, j'ai été invité à lire une nouvelle que j'avais écrite sur la Syrie en présence d'une famille syrienne. Et j'étais assez terrifié parce que la vérité, c'est que je n'avais jamais été en Syrie. J'avais fait des recherches Google sur la ville de Homs. Je pense que ma description de la ville dans la nouvelle était un peu imprécise. Et j'avais peur de la réaction. Et il s'agissait d'une histoire qui racontait un prêtre catholique, un imam et un prêtre orthodoxe qui se rencontrent en Syrie et qui deviennent amis en faisant une partie de hurling, sport irlandais. Et l'histoire s'arrête au début de la guerre civile en Syrie. Et je ne savais vraiment pas comment ça allait être reçu par les gens qui m'écoutaient. Et finalement, j'ai été sauvé de mon angoisse par la discussion, si on peut dire, qu'a eu mon père qui était présent avec le père d'un de ces jeunes gens syriens qui était présent. Et en fait, ils sont devenus amis, ils étaient assis l'un à côté de l'autre, alors qu'ils ne pouvaient pas se parler, en vérité. Ils ne parlaient pas, ils n'avaient aucune langue commune. Mais je me suis rendu compte qu'ils se ressemblaient, finalement. Mon père et le père de ce jeune homme, même physiquement, avaient des traits qui se ressemblaient. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui était le plus important. C'est que les gens soient ensemble, présents au même moment. Et c'est à travers des exemples comme ça qu'on peut développer de l'empathie envers l'autre, et je crois que c'est très important. Merci beaucoup. Alors le temps file. J'aurais une dernière question, et puis on a la chance Omar nous a proposé de faire une lecture, et Donald aussi. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous ressentez tous les trois une urgence à écrire, comme une urgence à écrire sur des questions de société, ou un sentiment de devoir ou d'obligation à écrire sur des questions de société? Non, je n'écris pas mes histoires ne sont pas des questions de société, ce sont des histoires de la vie que j'ai connues comme ça. Donc, je n'ai pas de thèse à faire passer dans les récits que j'écris. Ce sont des histoires de vie. De vie de quelqu'un du XXe siècle, d'un siècle qui a été très exigeant sur les vies des personnes. C'est le siècle qui a inventé des guerres mondiales et les millions d'émigrations et le nombre majeur de camps de concentration. Donc c'est un siècle qui a beaucoup pesé sur les vies individuelles comme histoire majeure. Mais moi, je prends des engagements comme citoyen, pas comme écrivain, comme citoyen. Il y a des moments, des circonstances qui me forcent à inventer des réponses. Par exemple, le moment où s'est explosé la guerre en Europe, est revenue la guerre en Europe dans les années 90, dans la désintégration de la Yougoslavie. Voilà qu'il y avait toute une guerre à côté de nous. Et alors, des bénévoles m'ont dit si j'allais avec eux. Alors, j'ai obéi. Non, parce que c'était plutôt un ordre qu'une invitation. Parce qu'on pouvait faire quelque chose. J'ai commencé à faire des voyages de convoi d'aide dans ces années-là. J'ai fait 10 ans de voyages dans cette guerre. Donc, la question est que l'actualité, le monde prétend d'être identifié, mis à feu et prétend une réponse. Pour moi, ce qui se produit dans le monde sont des questions, ce ne sont pas des
proses. Ce sont des proses avec un point d'interrogation final qui s'adresse à moi. Et toi? Alors, j'invente des réponses comme ça. Donc, c'est mon activité de citoyen qui est engagée parfois dans certaines circonstances. Mais mon activité d'écrivain, non. C'est l'activité de quelqu'un qui veut tenir compagnie avec une histoire, avec des personnes qui choisissent miraculeusement, précisément mes pages pendant les milliers qu'il y a autour dans une bibliothèque, dans une librairie. Non, de ma part, je n'ai pas d'urgence à écrire, mais j'ai de l'urgence à vivre. Je pense que ça, c'est le plus important. Disons, mais aussi pour vivre, on a besoin d'écrire quand on est loin de son propre territoire. Surtout quand on écrit dans une nouvelle langue. Aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que j'écris dans la langue de Paul Éluard. Et ceci, vraiment, c'est une aventure incroyable. Encore une fois, c'est peut-être on écrit dans cette langue parce qu'on se sent, personnellement, je me sens plus libre. Mais l'urgence vient d'autre chose. Vous savez, quand j'étais en Syrie, qu'à chaque fois que je publiais un texte, un poème, un article, peu importe, ma mère, c'était comme mon agence de presse. Elle appelait tout le monde, elle appelait ses sœurs, ses cousins, ses amis en disant « Ah oui, à l'époque, il m'appelait le petit Omar, parce que mon oncle s'appelle aussi Omar. Donc le petit Omar a fait ça, machin. » Moi, je lui disais « Non mais arrête, t'exagères quand même, vous savez. » Alors, arrivons en France, après toutes ces années, après tout ce temps, après toute cette guerre horrible, vu que j'écris en français une langue que ma mère ne comprend pas, ça crée une distance. Cette fierté de la part de la mère, de la part de ses parents, quand elle est présente, on s'en fiche un peu, voyez, ou on dit qu'elle exagère, mais quand elle est absente, elle a une valeur incroyable. Cela crée un vide dans l'écriture. Pas seulement de fait que j'écris en français, mais même si j'écris toujours en arabe, il est impossible que j'envoie un de mes livres à ma mère en Syrie, sous le régime de Bachar el-Assad. Donc, ce manque, peut-être aussi, il me motive beaucoup à écrire, et c'est là où il vient l'urgence, pour remplir, disons, un vide, et on sait déjà que c'est impossible, mais ça, c'est aussi une question absurde, comme vous avez dit, Eric, il n'y a pas de réponse, mais il y a que des questions. Et on continue à poser ces questions. C'est là ce qui nous motive, encore une fois, à vivre et à exister. That's so funny because my father's name is also Donald, and he was always Big Doe, and I was always Small Doe, even when I was way bigger than him. It's lovely. But I started to feel an overwhelming sense of guilt around 2015-16, when stories of people perishing in the Mediterranean were becoming very prevalent. And I said to myself, I'm fit and strong, and I can sail, I can swim, and I'm good with engines. I could really, really do good. I could really help people. So I told my wife, I'm going to the Mediterranean, and she said, no, you're not, you idiot. Of course you're not. And she said, look, you're a writer. What do you think you're going to do about it? And so that was the real impetus, I think, for writing From a Low and Quiet Sea, and for having the character Farouk and describing his experience of the terrible loss he suffers on his voyage from Syria. But for 7 years before that, on an almost daily basis, I met people from Syria and Afghanistan and Iraq and places where people who had fled those countries and were living in Ireland, some legally, some, like I described earlier, with no identity at all officially, who had a kind of ghostly presence. And those stories really affected me. And I thought, all I can do really as a writer is write about it. And all I can do is try to sublimate this experience that isn't mine into fiction in order to try to make it seem more real for people. So that's what I did. And I know it's a feeble thing. I know it's no real help, but it's all I could do. C'est drôle parce que mon père s'appelle également Donald, et à chaque fois on se réfère à lui comme le grand Do et moi le petit Do. Et j'ai commencé à me sentir très coupable dans les années 2015-2016 quand je lisais toutes ces histoires de gens qui mouraient dans la Méditerranée.
parce que je me suis dit, bon, je suis fort, je sais nager, je suis bon avec les bateaux, je pourrais y aller et aider ces gens-là. Et j'ai dit à ma femme, c'est bon, j'y vais, c'est décidé. Elle m'a dit que j'étais vraiment un idiot et que je ferais mieux d'écrire là-dessus, d'utiliser la littérature. Et c'est ce qui m'a donné depuis longtemps envie d'écrire une histoire comme celle de Farouk et des pertes qu'il a subies lors de son odyssée. Comme je vous l'ai dit, dans mon travail précédent, j'ai rencontré de nombreuses personnes de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. Certains étaient en Irlande de façon légale, d'autres non, comme je vous l'ai dit, c'était des fantômes sans identité. Et leurs histoires m'ont touché. Et j'ai décidé alors de sublimer leurs histoires à travers la fiction pour essayer de rendre leurs histoires plus réelles pour les gens qui me lisent. Merci à vous. Alors, moi, je crois beaucoup à la poésie comme forme de résistance à la violence du monde. Donald, si tu veux lire... Thank you so much. This poem is by a dear friend of mine called Mary O'Malley. Mary is a poet from Connemara in the west of Ireland. She's a Gaeilgeoir, she's an activist, a Republican, a freedom fighter, and this short poem is a tribute to the great peacemaker Amos Oz. It's called Peace Walk. Je vais vous lire en anglais, donc ça ne sera pas traduit, désolé, mais ça va être trop difficile. Le poème donc d'une amie à moi, qui est une femme formidable, qui est une républicaine, qui a de nombreuses idées. What's her name again? Mary O'Malley. Et son nom, c'est Mary O'Malley. Et donc, Donald va vous lire le poème en question. Peace Walk by Mary O'Malley. In Israel, in the town of X, a man walks each morning to the end of his street, where the desert begins. It is how he wakes, standing just before sunrise, the air cold and sweet. He does this to feel the dark and gather his calm for the talk he must have with his neighbor, a retired colonel who sees the next Holocaust slam in from every direction, and for the day's labor. He also walks after sunset and stops outside to listen to a nocturne played well by a young girl. He mentions that instead of peace, and the old man's pride softens him. His daughter's daughter, so musical. Reading this, the good habit of taking peace where we find it, knowing it will be scorched by noon, and holding it inside our dark cistern makes more sense than road maps. Walk on, Amos Oz. Merci. C'est un peu... Alors je vais lire deux petits textes, ça va pas être long. Eh bien, j'aimerais bien lire aussi en arabe, parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écris en français, mais je dis aussi que je pense et j'écris et je rêve dans cette langue en français, mais je pleure en arabe, parce que la langue arabe reste la langue de ma mère, reste la langue de berceau, reste la langue de l'origine, la langue de la mémoire. Et c'est marrant parce que mon dernier recueil que j'ai écrit en français, s'appelle Damas, je te salue, je l'ai traduit en arabe. C'est-à-dire, on traduit dans sa langue maternelle. Ça pourrait être un peu schizophrène, mais c'est aussi la vie d'un exilé. Est-ce que quelqu'un comprend l'arabe dans la salle? Super. Ah oui, vous êtes qu'une minorité. Donc je vais lire n'importe quoi, tout le monde va applaudir après. Mais après, je vais lire en français. ودعنا الحرب عند أبواب المدينة وأودعنا حقائب الخراب لدى حرس لا شيء ها ثيابنا مدرجة بالفجر ودمع الفرح لقد اجتزنا جسور الوحشة وما زالت أصداف الكلمات في جيوبنا الفنارات تلوح لنا من شواطئ الجراح وفي شراييننا أعياد الجبال يا أصدقاء الوحل والضوء لنا وحدنا هذه المدينة لنا شوارع لا يملأها سوى أثر أنفاسنا على الثلج أزحنا جدران الزمان وعبرنا
بادلنا البنادق بقمح الشرق وذهب الصحراء بندى التيه. كما لو أننا نعود إلى بيت الحب الأول نسكب خمر البدايات في أسمائنا ونفتح صدورنا للبحر. هنا في الأرض الغريبة لا شيء سوى عراء وجودنا والطواحين. Arrivés chez les veilleurs du néant, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des oripeaux colorés par l'aurore et par des larmes de joie. Nous avons traversé avec eux des ponts désolés, les coquilles de nos mots ballottées dans les poches. Les phares nous font signe depuis la rive des blessures et dans nos artères on célèbre des montagnes. Compagnons de poussière et de lumière, à nous cette ville, à nous les rues que seul pourra combler l'empreinte de notre souffle sur la neige. Nous avons repoussé les murs du temps avant d'échanger nos fusils contre du blé et l'or du désert contre la rosée de l'errance. Et quand nous reviendrons dans le repère de notre premier amour, nous dédierons nos patronymes à l'ivresse des origines et ouvrirons nos poitrines à la mer. Ici, sur cette terre étrangère, rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ces moulins à vent. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous signons, né de nous un écho anonyme, il se mêle à l'odeur de la nuit de mars entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de veiller tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour, qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ces lectures. Merci à vous d'être venus ce soir pour parler de ce thème qui m'était cher et que je voulais présenter avec vous. C'est ça aussi le Festival américain. On entend de la langue arabe. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Voilà, merci à tous. On se retrouve au Salon du Livre. Vous êtes tous les trois en dédicace autour d'un verre. Et je voulais quand même terminer par cette phrase d'Omar Youssef Souleiman qui dit il faut réagir avec légèreté face aux événements les plus cruels. C'est une façon de rester vivant parmi les ruines. Voilà. Grave. Je vous propose de terminer comme ça. Merci à vous. That was lovely. So much.